tout ce qui concerne l'ingestion de denrées alimentaires potentiellement contaminées. Alors, le système de surveillance qui a été mis en place au Japon suite à cet accident repose sur un système normatif, donc des normes pour la consommation ou la commercialisation des denrées alimentaires qui sont représentées sur le tableau que vous avez sur le transparent. En fait, elles sont divisées en catégories de radionucléides. Donc, vous avez ici les iodes, la famille des plutonium, uranium et césium. Et pour ces familles de radionucléides, il y a différentes catégories d'aliments qui sont considérées. Pourquoi différentes catégories d'aliments? Parce qu'en fait, on va traduire dans ces catégories la sensibilité des productions agricoles vis-à-vis des dépôts de radioactivité, et puis aussi certains usages plus sensibles de produits alimentaires, tels que les aliments pour nourrissons ou l'eau, par exemple, qui sont deux catégories qui sont individualisées. Alors, ce que l'on voit dans ce tableau, en bleu, ce sont les limites établies par les autorités japonaises, et en rouge, à titre de comparaison, les limites qui existent de façon parallèle dans la réglementation européenne. En fait, ce système de normes, c'est un système assez classique au niveau international pour gérer le risque alimentaire, et on le retrouve aussi bien dans des réglementations nationales ou européennes que dans des systèmes de régulation du commerce au niveau international. Il y a notamment des normes connues au niveau radioprotection pour le commerce international, ça s'appelle le Codex Alimentarius. Ça régit tous les commerces, les échanges au niveau international. Ce qui va nous intéresser dans le cas de l'accident de Fukushima, c'est principalement la catégorie des iodes et des césiums. Ce sont les deux principaux radionucléides qui ont eu un impact lors de cet accident. Aujourd'hui, la problématique iode a quasiment disparu, puisque c'est un radionucléide qui va disparaître de moitié en 8 jours. Donc, si on fait le calcul, les concentrations en iode ont décru à peu près de plus d'un facteur 1000 à la date d'aujourd'hui. Alors, ce système de normes, en fait, seul, il n'est pas intéressant. Il faut le coupler à un système de surveillance de la contamination des denrées alimentaires, surveillance qui est réalisée au travers de mesures de cette contamination dans les denrées alimentaires. Alors, comment s'organise le système de surveillance au Japon? Eh bien, il est défini par le gouvernement central qui en définit les grands principes, qui définit également des protocoles pour la réalisation des prélèvements et des mesures. Et ensuite, la réalisation la mise en œuvre de ce système de surveillance est déléguée aux préfectures. Ce sont les préfectures qui en ont la responsabilité et qui doivent l'appliquer sur les différentes exploitations agricoles présentes dans leur commune dont elles ont la gestion. Donc ces préfectures vont réaliser les prélèvements, les mesures, et elles vont transmettre ensuite les résultats de ces mesures au gouvernement, plus particulièrement au ministère de la Santé ou au ministère de l'Éducation et de la Recherche, qui vont avoir le rôle de centraliser tous ces résultats et de les publier sur Internet. Si on consulte les sites Internet de ces ministères, on peut trouver au jour le jour l'évolution de la contamination de ces denrées alimentaires, et on trouve également des restrictions qui peuvent être associées en cas de dépassement des normes que je vous ai présentées juste avant. Alors, le système japonais, il fonctionne de la façon suivante, c'est que, en l'absence de résultats de mesures, eh bien, la commercialisation et la consommation des denrées sont autorisées a priori. Et si une mesure démontre que la contamination de ces denrées dépasse les normes, eh bien, il y a en réaction des restrictions de consommation, des restrictions de commercialisation qui sont prises pour gérer le risque alimentaire associé à cette contamination. Là encore, la responsabilité des restrictions incombe aux préfectures qui sont chargées de suivre un petit peu l'évolution de ces restrictions et de faire respecter leur application. Pour rentrer un petit peu dans le détail, les contrôles qui sont menés sur les aliments sont faits
pour les deux radionucléides que je citais tout à l'heure, l'iode 131 et les césiums. Alors dans les césiums, en fait, c'est une famille. On va trouver deux radionucléides principalement, les césium 134 et les césium 137, qui perdurent aujourd'hui dans l'environnement. Donc les contrôles qui sont menés sont menés individuellement sur chaque production. On va trouver les productions végétales avec, on a vu au début de l'accident, un impact fort sur les épinards ou de façon plus générale sur les légumes à feuilles, et puis les productions animales, avec le lait, la viande ou tout ce qui concerne les produits de la mer. Ces contrôles, ils ne sont pas menés à l'heure actuelle de façon systématique sur toutes les exploitations agricoles, mais par échantillonnage des exploitations agricoles d'une commune. En fait, un contrôle systématique serait quasi impossible, étant donné le nombre de productions, et donc il faut procéder par échantillonnage. Alors aujourd'hui, vu de l'IRSN, quelle vision nous avons, nous menons un suivi quasi quotidien de ces mesures et nous en établissons une synthèse pour essayer de voir un peu les tendances d'évolution de la situation. À notre connaissance, aujourd'hui, nous avons environ 5 à 6 000 mesures sur les denrées alimentaires, ce qui nous permet d'avoir une certaine représentativité statistique des résultats et d'observer des grandes tendances. Alors, ces tendances, j'ai essayé de vous les détailler un peu sur cette diapositive. Sur le lait et plus généralement les productions animales, ce que l'on observe, c'est qu'aujourd'hui, la contamination est très faible, voire dans la plupart des préfectures, quasiment non détectable depuis le début mai. Pour les productions agricoles d'origine végétale, là encore, on a une forte tendance à la décroissance de la contamination et ce que l'on observe également, c'est que la plupart des végétaux sont en dessous des normes de commercialisation et de consommation. Je vous ai mis un exemple sur ces deux graphiques. C'est le cas des mesures de césium 134 et d'iode 131 sur les épinards. Donc des mesures qui ont été faites depuis les premiers jours de l'accident jusqu'à aujourd'hui. Alors les points qui sont représentés sur ces graphiques représentent l'ensemble des mesures qui sont faites sur toutes les préfectures du Japon qui ont été concernées par l'accident. C'est-à-dire qu'un point côte à côte, deux points côte à côte peuvent représenter soit la préfecture de Fukushima, soit celle d'Ibaraki par exemple. Un point qui concerne la préfecture de Fukushima, il peut apparaître dans les premiers temps de l'accident dans les valeurs les plus hautes et aujourd'hui se trouver dans les valeurs la plus basses. Alors cette tendance à la décroissance, c'est quelque chose qui ne nous étonne pas puisque c'est déjà quelque chose qui avait été observé dans les suites de l'accident de Tchernobyl et déjà des calculs qui avaient été faits à l'époque et calés sur ces mesures montraient cette tendance et aujourd'hui dans les travaux de modélisation que nous pouvons mener pour évaluer un petit peu ce qui va se passer dans le futur, eh bien, les modèles que l'on utilise reproduisent à peu près cette tendance. Et donc, ça nous permet d'avoir une relative confiance sur les mesures que l'on peut trouver sur la contamination des végétaux. Oui, alors, effectivement, ce qui est représenté aussi sur les graphiques, en le trait orange, ce sont les normes de commercialisation et de consommation. On voit que depuis fin avril, pour le césium 134, et puis un petit peu plus tôt pour l'iode 131, eh bien, on a des mesures qui montrent clairement que la plupart en tout cas, la plupart des mesures sur les épinards sont en dessous des normes de commercialisation. Alors, j'ai dit que c'était le cas pour la plupart des productions végétales, parce qu'en fait, on observe certaines productions qui continuent de dépasser les normes de commercialisation ou de consommation, ou des productions qui arrivent à maturité et où on découvre qu'elles dépassent les normes. C'est le cas par exemple des champignons. Les champignons vont avoir la fâcheuse tendance de pomper tous les polluants qui se trouvent dans l'environnement. Et c'est vrai aussi pour la radioactivité. Donc
on observe des dépassements des normes, et a priori on devrait les observer encore, je dirais, dans le temps. On observe aussi ces dépassements pour les pousses de bambou, les abricots du Japon, et puis, vous l'avez certainement entendu, pour les feuilles de thé. Alors, à chaque fois qu'il y a des dépassements des normes, eh bien, les autorités édictent des restrictions. C'est ce que l'on voit sur les cartes que l'IRSN établit régulièrement pour suivre un petit peu ces évolutions. Par exemple, si on prend le cas de la carte à droite sur le suivi des restrictions du Japon, les différentes couleurs qui apparaissent dans la préfecture de Fukushima, eh bien, c'est l'évolution de ces restrictions. En rouge, c'est ce qui est encore interdit. Et puis les autres couleurs, ce sont des restrictions qui ont été au fur et à mesure du temps levées suite à l'observation de mesures qui devenaient inférieures aux normes. Pour finir, un petit point sur le milieu marin et le milieu aquatique en général. Ce que l'on observe régulièrement encore, ce sont des rejets ponctuels dans le milieu marin. Et ce que l'on peut constater, ce que les océanographes ont constaté, c'est que ces rejets se dispersent de façon générale vers le sud, vers Tokyo, et qu'ensuite un courant marin très important, le Kuroshio, emporte ces rejets vers le large et les disperse dans le Pacifique. Donc en fait, ce courant il va agir comme une barrière quasiment infranchissable, parce que ce sont des courants assez forts, infranchissables pour les masses d'eau, qui au lieu de continuer leur cheminement vers le sud, sont emportés vers le large. En termes de denrées alimentaires, ce que l'on observe, c'est aujourd'hui encore des dépassements persistants des normes pour le césium dans certains produits de la mer, en particulier les coquillages et les crustacés. Ainsi, à la mi-juin, on voyait des dépassements sur les crabes, les palourdes, les oursins ou certains poissons comme le flétan. Et puis, un phénomène un peu nouveau que l'on observe, c'est aussi le dépassement de ces normes pour des poissons de rivière tels que le saumon ou l'ail. Voilà. Alors, si je prends le cas des coquillages et des crustacés, c'est quelque chose qu'on explique assez facilement parce que ce sont des animaux qui ont des systèmes de filtration de l'eau de mer, donc qui vont accumuler tout ce qui peut être en suspension dans l'eau de mer. Pour les poissons, en fait, c'est très dépendant du mode de vie des poissons. Si le poisson nage dans la masse d'eau, il va être moins contaminé que s'il a un mode de vie plutôt en déplacement sur le fond de la mer. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le risque alimentaire. Donc, je vais vous passer la parole maintenant pour la partie questions. À vous.